Je reprends donc le flambeau là où vous l'avez laissé, mais moi je commence plutôt en 18, juste après la guerre. Vous parliez de traumatisme et vous parliez de régénération. C'est finalement pratiquement l'essentiel de mon propos, mais appliqué à un sujet très particulier. C'est le rapport de la musique dans cette période des années 20 et 30, le rapport entre la musique et la politique en Allemagne, qui est aussi d'ailleurs un rapport à la culture en général de cette période européenne, un peu de l'histoire de la période européenne, se caractérise par une politisation générale de la culture et particulièrement de la musique, aussi étrange que ça puisse paraître, puisque la musique est un art qui a priori n'est pas susceptible d'exprimer quoi que ce soit. Donc quand on parle de politisation de la musique, on parle en fait de politisation des textes qui la soutiennent, soit des textes qui sont prononcés par les exégètes, soit des textes qui sont écrits par les compositeurs, soit des textes soit de l'utilisation qui sont faits par les partis politiques ou les critiques musicales représentant certains de ces partis, des œuvres qu'ils entendent et par métaphore de l'interprétation qu'ils peuvent donner des contenus politiques qu'elle exprimerait de façon sous-jacente. C'est un peu compliqué, mais au fond, c'est toute l'ambiguïté de cette question. Je suis désolé de te contredire, Philippe, je vais en fait parler aussi de Kulturbolschewismus, puisque ce sont des concepts qui sont intrinsèquement liés. Je veux dire qu'il y a une sorte de dialectique permanente dans la période 1920-1933, 1918-1933, une dialectique permanente entre le rôle de la musique et puis qui est liée à ce moment-là à la musique moderne, l'apparition de la musique contemporaine. Je vous rappelle, pour ceux que la musique intéresse particulièrement, qu'on a à cette époque, en 1918, et parce qu'une partie de la jeune génération d'artistes dans tous les arts voulait faire table rase du passé, la culture ancienne de l'Allemagne n'avait pas été capable de sauver le monde de l'Allemagne et d'ailleurs de l'Europe, n'avait pas été capable de sauver le monde du désastre et de la catastrophe. Il fallait donc en trouver une autre et poser les bases d'une culture musicale différente. Et ça se dessine, au lieu d'avoir une évolution diachronique de l'histoire musicale, si vous voulez, qui nous fait passer tranquillement d'une notion, à partir d'une notion d'abord de musique de cour, puis je passe ensuite d'un artiste indépendant qui commence à partir de l'époque de Mozart, et puis d'un artiste révolutionnaire qui est la figure de Beethoven, et puis en Allemagne la figure de l'artiste génial qui peut correspondre, si vous voulez, à l'image de Wagner, mais qui se passe dans l'évolution d'un langage progressif, toujours dans une sorte de direction par complexification de la musique elle-même et de l'harmonie, du contrepoint, etc., des éléments constitutifs de la musique et techniques de la musique, on arrive à une... comment dirais-je pardonnez-moi, j'ai un petit trou. Oui, tout d'un coup, au lieu d'avoir donc une sorte de direction unique d'évolution, on a une explosion de la diversité musicale, des genres, parce que aussi, à cette époque des années 20, la musique change de mode de production. On parlait de musique classique tout à l'heure, on va se mettre à parler de musique de film, on va se mettre à parler de cinéma, donc on va parler de la radio, on va parler de tout un ensemble de nouveaux moyens techniques qui vont radicalement changer les conditions de production générale de la musique et notamment lui donner une dimension industrielle. Donc il y a ce contexte que vous pouvez garder comme, sur le plan esthétique comme arrière-plan de ce dont je vais vous parler. Vous parliez tout à l'heure de traumatisme donc, et de régénération. On va commencer, nous, par traumatisme, c'est clair, mais par dégénération, puisque c'est un des mots clés dans la pensée propagandiste ou la pensée politique qui remonte aux années 1890. En fait, le concept de musique bolchevismus, vous me pardonnerez d'alterner entre le terme allemand et le terme français, musique bolchevismus et ses diverses variantes, le bolchevisme musical ou le Kunstbolschewismus également, a une histoire finalement peu connue. On l'attribue en général au nazisme, dont il deviendra effectivement la démo-clé de la politique culturelle, mais il naît en réalité dès la fin de 1918, 7 ans avant la publication de Mein Kampf, bien que les nazis aient par la suite, après la prise de pouvoir, voulu attribuer à Hitler la naissance même du mot. C'est totalement faux.
Catégorie critique de la musique nouvelle de la Nouvelle-Allemagne, puis de l'évolution de la culture sous la République de Weimar, il est repris par tous les partis conservateurs et les partis chrétiens allemands au nom de la morale et des valeurs nationales allemandes et anime, sous des formes et des contenus les plus divers, l'ensemble du débat culturel allemand jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avant de rentrer dans le détail, il est bon de rappeler deux choses. La première, c'est que là, ça correspond à peu près, pardonnez-moi, à ce que je viens de vous dire sur l'évolution de la musique au XIXe siècle. Simplement, il faut savoir que parler en Allemagne au XIXe siècle, et surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, de musique politique, c'est en fait prononcer un gros mot. Parce que pour les Allemands et pour la culture allemande qui donne au génie la supériorité sur tout le processus de création et qui fait... la musique est à ce moment-là un art autonome, elle ne peut pas être au service d'une politique, elle ne peut pas représenter une vision politique, elle ne peut pas véhiculer de messages politiques. Et quand bien même à l'époque l'art d'un Wagner veut absolument absolutiser l'esprit allemand par la métaphysique, la réaction de la critique conservatrice à l'égard de la musique du futur, ouvrage de Wagner et prétention de Wagner à ce sujet, consistera essentiellement à remettre en cause son génie musical, donc lui, sa personnalité, mais ne remettre pas en cause le substrat politique de son message. Et il faut attendre, et c'est là où j'en viens à la Enthartung, donc la dégénération, il faut attendre le médecin et journaliste Max Nordau en 1892 et son livre Enthartung, dégénérescence, dégénération, comme vous voulez, pour une remise en cause de ces paradigmes. S'interrogeant médicalement sur les rapports entre le génie et la folie, Nordau veut séparer le vrai génie de comportements déviants qu'il qualifie de dégénérés et définit comme symptômes de dégénération les faiblesses de la volonté, la domination de l'émotion, le manque d'entendement, l'absence de compassion, le manque de sympathie pour le monde et l'humanité. Et dans le domaine de l'art, il considère comme l'un des premiers critères de dégénérescence le mysticisme, entre guillemets, à commencer par celui de Wagner, dont il moquait la manie de la persécution, ou l'idée, dit-il, imbécile, de comparer le rôle de la musique comme moyen d'expression du sentiment et celui du sang comme porteur des aliments de l'organisme. Les thèses de Nordau, qui eurent un retentissant succès auprès de la bourgeoisie anglo-saxonne jusqu'aux années 1910, ouvrent ainsi la voie à une médicalisation de la création artistique. En objectivant la musique par une pseudo-science, Nordau lui fait perdre son autonomie, et justement lui fait perdre son statut d'art au-dessus de la mêlée. Si la musique peut être dégénérée, pourquoi ne pourrait-elle pas être politisée? Comme nous l'allons voir, voici qui permet dès lors de juger des œuvres par des critères à caractère politique. On va donc s'interroger sur la naissance du concert de Musikbolschewismus. Des décomptes de la défaite de 18 surgit dans la vie musicale allemande un concept critique de la modernité qui fera, sous différents avatars, rage tout au long de la République de Weimar, celui de Musikbolschewismus, bolchévisme musical. Il deviendra en quelques années l'instrument central de la critique culturelle conservatrice. Suffisamment souple idéologiquement pour fédérer autour de lui l'ensemble des valeurs négatives portées par la société allemande et issues de l'humiliation du traité de Versailles, il accompagnera les sursauts de l'idéologie nationaliste en absorbant certains de leurs outils critiques, et notamment celui d'Enthartung, des générations. Utilisé par la critique musicale allemande à partir de 1919, en directe réaction à la révolution d'octobre en Russie et aux mouvements révolutionnaires allemands de novembre 18 à la fin de la République des Conseils de Munich en juin 1919, en assimilant modernité et bolchevisme, les compositeurs et les propagateurs de la musique nouvelle, au premier rang desquels figuraient Hermann Scherchen et Arnold Schoenberg. En décembre 1918, la revue Signal für die musikalische Welt publiait une critique du quatuor à cordes numéro 1 de Scherchen, composé pendant la Première Guerre mondiale, lorsque celui-ci était prisonnier des Russes, et c'est là qu'on voit apparaître ce terme de bolchevisme. Vous allez voir, à l'époque, en 1914-15, dit l'article,
les bolcheviks n'étaient pas encore au pouvoir en Russie. Cherchen, lorsqu'il était prisonnier, pourrait cependant avoir prévu qu'ils le fussent et essayer une socialisation la plus violente et soudaine de l'ensemble des tonalités. Donc nous voilà déjà avec une communisation de la musique et des tonalités. À la même époque, la revue Signal avait critiqué la version pour orchestre à cordes de l'affaire Clattenhardt de Schoenberg en ces termes. Ce que nous reprochons au maître viennois, c'est d'incarner le bolchevisme dans la musique. Voilà, le mot est lancé. L'assimilation entre la destruction potentielle de l'ordre tonal et la gauche politique n'était d'ailleurs pas nouvelle en Allemagne. En 1897, la suite pour orgue de Max Reger avait valu à son auteur le qualificatif de social-démocrate. Ça paraît un peu risible maintenant quand on y pense, mais la terminologie, traiter quelqu'un de un compositeur de social-démocrate pour sa musique, ça fait maintenant un peu rire. Mais en 1907, le critique Félix Draeseke, dans son pamphlet « La confusion dans la musique », dirigé notamment contre le vérisme straussien, accusait la musique moderne de paver la route aux sociodémocrates, à nouveau, toujours les mêmes. À partir des années 10 et jusqu'au début des années 20, fut également utilisé le concept d'anarchisme musical pour décrire les atteintes portées par les tenants de la nouvelle musique à l'ordre musical ancien. Seront ainsi qualifiés d'anarchistes des œuvres aussi diverses que Péléas et Mélisande de Schoenberg, un quintet pour piano d'Arthur Schnabel, le quatuor à cordes de Scherchen, premier quatuor à cordes de Schoenberg, etc., etc. Tout cela entre 1916 et 1919, période à partir de laquelle le concept cédera le pas à la notion de bolchevisme musical. Le plus remarquable est que tel qu'il apparaît à l'époque, ce dernier relève en plus du slogan que du concept. Le bolchevisme musical n'a pas de définition claire, il tient souvent plus de l'invective que de la critique raisonnée. En tout état de cause, il se comprend avant tout par la proximité qu'il entretient avec une grande diversité de valeurs négatives dont le musicologue allemand Eckhard John a dressé une liste dans sa passionnante étude sur le sujet. Schoenberg, il explique qu'on trouve dans toute la presse de cette époque et dans tous les commentaires publics et publiés de l'époque, l'association du mot bolchevisme musical a des commentaires et des valeurs négatives. Je vous en donne quelques-unes parce que la liste est absolument longue. Futurisme, expressionnisme, musique atonale, dissonance, nivellement de tous les paramètres sonores. Et là, déjà, on peut faire intervenir, si on nivelle tous les paramètres sonores dans la musique atonale, c'est que la musique atonale refuse donc l'idée de classe sociale. Et vous voyez par extension la déduction qu'on peut en faire. C'est donc que la musique atonale est une musique révolutionnaire par nature qui va porter atteinte au concept même de l'État démocratique tel que l'Europe de l'époque essayait de le reconstituer. Musique de chat, intellectualisme, anarchie, socialisation, maladif. Il y a toute une dimension musicale qui approchera ce concept de la folie, de la pathologie, des pathologies diverses, empoisonnement, impuissance, important aussi, danger, menace, etc. Dans cette liste dominent deux grandes figures obligées du conservatisme politique, l'anticommunisme et l'anti-intellectualisme, auxquelles s'ajoute déjà la dimension pathologique de l'Enthartung. Dans le vocabulaire politique allemand de l'époque de l'immédiate après-guerre, l'anticommunisme est au cœur même de la notion de bolchevisme. Avant même que le Parti communiste allemand ne pratique lui-même l'amalgame entre le terme bolchevisme et communisme, au milieu des années 20, lors d'une campagne réclamant la bolchevisation des partis de l'internationale communiste, la notion de bolchevisme avait été rapidement assimilée au début de la République de Weimar au concept de révolution, de destruction de l'ordre établi ou de terreur. Cette confusion avait été renforcée par la révolution avortée de novembre 18 et la formation d'imprécations transitoires dans le langage musical comme communiste musical, garde rouge musical ou musique de novembre. On trouve le terme Novembermusik, qui sont autant de formulations de la même idée, renforcées dans le domaine culturel par la création de nombreuses associations d'artistes directement associés à la gauche, comme le groupe Mélos du
même Hermann Scherchen dont je vous ai parlé, ou le groupe Novembre. L'un des aspects le plus prégnant du slogan bolchevisme musical est ainsi le rapport établi entre la destruction de l'ordre tonal et celui de la monarchie en Allemagne et en Autriche. Schoenberg est alors pointé comme compositeur atonal revendiqué, comme pointé du doigt comme le moteur de la révolution en marche. Les pourfendeurs du bolchevisme musical dégaineront également leurs armes dès les débuts de Dada à Berlin. La symphonie agrégate du peintre et compositeur Yefim Golychev, par exemple, créée le 21 janvier 1919 à la Singakademie de Berlin, présentait par exemple un morceau pour quatuor, 6 chansons pour cornet à piston et une, je cite, mélodie verglacée. Le tout fut salué comme une sensation musicalo-bolchevique par la revue Signal que j'ai citée tout à l'heure. Tout comme le concept auquel il est étroitement associé, de contesme de futurisme, auquel il est étroitement associé, celui de bolchevisme musical recouvre des réalités si différentes sur le plan musical et politique qu'ils définissent plus celui qui le jette en anathème que celui qui en est paré. Il s'applique ainsi au flot puant du futurisme musical de Schreker, Schoenberg, Stravinsky et consorts dans un article paru dans la Zeitschrift für Musik, la revue pour la musique, en 1922. En réalité, à l'époque, on ratisse large, puisque cette même année, Schreker compose son dernier opéra post-romantique, alors que Schoenberg lui met au point le principe du dodécaphonisme sériel. Quant à Stravinsky, il explore déjà les voies du néoclassicisme. En fait, tous les genres nouveaux, à l'époque, sont pris pour cible et sont comment dirais-je, attaqués et suspectés de porter un message de gauche, par métaphore. Alors je fais une petite incise par rapport à la situation de la musique contemporaine actuelle. Parce que là, il y a actuellement, par rapport, si vous voulez, dans l'esprit d'un public général, si vous voulez, une rupture totale entre la musique contemporaine et la musique, j'allais dire, classique. Il y a des publics spécialisés pour l'une et un public plus général et beaucoup plus large pour l'autre. Et la musique contemporaine n'est plus du tout l'enjeu d'un débat. C'est un débat entre spécialistes, mais ce n'est pas du tout un débat entre le public et les compositeurs eux-mêmes, ce qui existait encore à l'époque. Donc il faut, pour comprendre effectivement les enjeux de ce rapport entre la musique, la politique et le public général, la population, ou les électeurs, si vous voulez, de l'Allemagne ou même de la France à l'époque, c'est de bien tenir compte du fait qu'il était beaucoup plus étroit qu'aujourd'hui, et la musique était une chose plus présente à l'époque qu'aujourd'hui. Et puis il se trouve qu'à partir de 1924, les avant-gardes musicales qui se sont réparties, enfin qui ont été vraiment extrêmement actives, très inventives, je vous parlais du Dada et d'un certain nombre de concepts qui se mettent à qui remettent en cause complètement les fondements de la musique entre 1918 et 1924. À partir de 1924, les systèmes se stabilisent. Ce que Adorno parle de musique stabilisée et la prise de conscience des conséquences d'une remise en cause radicale de l'ordre musical incitait même les partisans de la nouvelle musique à la faire évoluer dans un cadre plus classique, plus embourgeoisé, plus institutionnalisé. Les festivals, par exemple, de Donaueschingen ou de Bâle sont des festivals qui perdent leur caractère militant et qui deviennent plus des centres de réflexion. Et cette stabilité fait que le musique bolchevismus disparaît un peu des écrans pour être substitué par le Kultur bolchevismus, justement. Parce que par ailleurs, cette bolchevisation dénoncée envahit tous les secteurs de l'art et tous les secteurs des nouvelles technologies, si je puis dire, des nouvelles industries. Ça envahit aussi le secteur de la mode, ça envahit le secteur du cinéma, de la littérature, tout simplement sous la forme d'exaltation des valeurs chauvines et nationalistes. La stabilité esthétique de l'avant-garde se traduit par son institutionnalisation
Et la contrepartie de cette normalisation est, comme je vous le disais, la mise à l'écart progressive de musique bolchevismus au profit d'un chauvinisme critique articulé autour de couples conceptuels allemand, non allemand, national, international. Mais ce pour deux raisons. La première tenait dans le fait que les rapports de l'avant-garde à la gauche allemande étaient loin d'être évidents, qu'il fallait l'invention d'un appareil critique plus pertinent devenait indispensable aux adversaires de la nouvelle musique. La seconde est résumée par Pfitzner, le compositeur Pfitzner, grand réactionnaire devant l'éternel, lorsqu'il définit en 1926 dans la préface à la 3e édition de sa nouvelle esthétique de l'impuissance musicale, un symptôme de décomposition. Je relis, parce que c'est à peine croyable, la nouvelle esthétique de l'impuissance musicale, voilà un livre critique paru, un symptôme de décomposition. Les deux tendances qui menacent la musique allemande. Le courant international atonal n'est pas accepté par le peuple, il ne trouve pas de public, et il ne pourra être accepté que si on l'impose au public. Le deuxième courant qu'il dénonce à ce moment-là en 1926, il est lui au contraire déjà dans le public, il est accepté, elle est prête, il est déjà présent, c'est le courant du jazz et du foxtrot, de l'expression musicale de l'américanisme, de ce danger pour l'Europe. Celui-ci tue l'âme et flatte les corps, c'est pourquoi son danger reste inaperçu et ce courant est accepté, bienvenu dans le public, entre guillemets. Donc une faiblesse structurelle du public à critiquer quelque chose qui met en cause et qui fait dégénérer la société allemande. Dans cette même préface, Pfitzner réitère la dimension nationaliste de son propos. De mon point de vue, dit-il, on ne peut traiter de l'essence la plus profonde d'un art sans mentionner la question de la nationalité. Il n'est pas possible en ce moment d'en venir à parler de quelque domaine de la vie intellectuelle que ce soit sans être concerné immédiatement par la question de l'existence du peuple allemand. Et là, donc on comprend aussi l'épuisement d'un concept basé sur la seule théorie du complot révolutionnaire judéo-bolchevique. Alors que le jazz prend le pas sur certains aspects plus radicaux de la musique nouvelle, les Noirs américains, n'étant ni juifs ni bolcheviques, ne rentrent dans aucune des catégories dénoncées. La musique vraiment allemande se trouve désormais menacée sur deux fronts, par le bolchevisme d'un côté, les Russes si vous voulez, mais les révolutions internes, le communisme en général, et l'américanisme de l'autre. Cette double menace amène les milieux conservateurs à attaquer tout ce qui vient de l'étranger comme anti-allemand et à réclamer en contrepartie la germanisation de la musique. Nous devons aussi devenir allemands sur le plan musical, vraiment allemands, purement allemands, allemands jusqu'aux os. Décrit ça c'est une citation d'un Hermann Freiherr, baron von der Pforten. Donc vous voyez le développement, le rapport du développement du concept avec l'esprit nationaliste qui paraît dans le milieu des années 1920. Le musique bolchevismus à ce moment-là cède le pas même, comme je vous l'ai dit, à une notion plus générale de culture bolchevismus, considéré aujourd'hui comme trouvant sa source dans le nazisme et sa dénonciation raciste de la dégénérescence, le kulturbolchevismus faisait en réalité partie de l'arsenal rhétorique de l'ensemble des partis bourgeois dès 1930 pour dominer à l'époque un débat culturel allemand qui cristallisait en fin de compte les déchirements d'une société au bord de l'éclatement. Il imprègne ainsi non seulement le langage des partis, mais également celui de tous les corps intermédiaires à dominante conservatrice. La culture nouvelle devient le bouc émissaire des évolutions sociales liées aux conséquences de la défaite et à la crise économique mondiale. Le terme prend alors le sens négatif d'étranger au peuple, entre guillemets, de destructeur du peuple, non seulement en termes politiques, mais également moraux. Le bolchevisme culturel est associé à la démoralisation du peuple, à l'émancipation des femmes, au déchaînement de la sexualité, à la corruption morale de la jeunesse et à l'antimilitarisme. Bref, à l'ensemble des phénomènes centrifuges qui parcourent la société allemande.
Les églises lui imputent la déchristianisation des masses et le décrivent comme une psychose du satanisme. Tout ça sont des citations, hein, c'est des mots mêmes qui ont été repris, qu'on trouve dans tous les textes auxquels je fais référence. La maison d'édition de l'Église évangélique publie également des ouvrages anticommunistes, dont National-socialisme et protestantisme de Heinrich Kremer et le bolchevisme culturel et la jeunesse allemande du pasteur berlinois Karl Fürst. Paru en 1931, ce dernier ouvrage décrit le rôle du bolchevisme culturel dans la destruction du christianisme. Le bolchevisme de la culture, dit-il, ne peut prospérer que là où la religion s'est éteinte, l'Église a été détruite, le christianisme anéanti. Et l'idée est largement répandue dans les milieux conservateurs, et chez, par exemple, un auteur qui s'appelle Kurt Hutten, dans Bolchevisme de la culture, une question de destin, la question du destin allemand, paru en 1932, Hutten rend responsable le libéralisme et les libres penseurs, définis comme précurseurs du bolchevisme. Donc c'est un libéralisme et libre penseurs associés au communisme, c'est un peu une vision très, très globale des choses. Il dit la liberté, une liberté qui ne se fait plus guider par un instinct des valeurs, mais reconnaît l'égalité des droits à tous, sans exception, simplement parce qu'il est là et qu'il se targue de son existence. Et c'est la situation dans le libéralisme de café du commerce. Asphaltsliberalismus, dit-il, dégénéré, ne conduit pas à l'ascension et au progrès, mais à l'anéantissement. Donc la dimension moralisatrice devient de plus en plus forte et de plus en plus violente. Et je vous signale que depuis les, je pense, 15 ou 16, 20 minutes que je vous parle, je n'ai pas encore parlé du nazisme. Donc on se demande, on voit que c'est un concept qui traverse totalement la société et qui n'est pas propre au nazisme. Le nazisme va intervenir, et je vais avancer sur ce sujet maintenant, d'une façon qui lui est tout à fait particulière et propre et qui se traduit toujours, qui traduit au fond sa récupération, la manière dont il a toujours récupéré finalement dans la politique allemande et dans la vie politique allemande de l'époque les concepts dont il comprenait la valeur propagandique. La manière dont il pourrait utiliser des concepts provenant d'autres partis ou d'autres courants d'idées, mais qu'il pourrait intégrer à son discours pour le transformer en une propagande à son avantage. Alors, il y a tout, par exemple, juste pour finir, avant de venir au nazisme, je voudrais juste finir cette remarque sur la démoralisation, sur ce jugement moral. On parle beaucoup, par exemple, du fait que on met sous la responsabilité du Kultur bolchevismus le déclenchement d'un déchaînement sexuel et de la déchéance morale et spirituelle dans la société. Kultur bolchevismus et Entartung, donc le concept de dégénération dont je vous parlais, vont ainsi de pair. Le bolchevisme de la culture est en fait une dégénérescence, soit elle-même. Et revenons à Hutten, pour s'y opposer, Hutten en appelle à Mussolini, dont il cite un discours. J'ai, comme homme d'État, dit Mussolini, le devoir de mener mon peuple dans les hauteurs et ne dois pas le faire tomber dans l'abîme. Je ne tolère pas, c'est un texte de Mussolini, je ne tolère aucune littérature de cochon, aucune film de cochon, aucun café de cochon, et celui qui l'ose, je le fais pendre ou je l'envoie dans les îles Lipari, là où on envoyait dans les camps de concentration italiens les récalcitrants. L'appel à la lutte contre la décadence est identique aux propos réactionnaires allemands, sur lesquels Mussolini jouissait de quelques longueurs d'avance dans la pratique. Quelques années plus tard, les nazis sauront avantageusement remplacer la villégiature méditerranéenne proposée par le Duce par d'autres lieux d'isolement pour intellectuels et artistes récalcitrants. Venons-en maintenant au nazisme, qui sera la dernière partie de mon intervention. Et l'usage par le nazisme de ce concept, il faut le replacer justement dans toute la stratégie du NSDAP voulue par Hitler dans le domaine culturel à partir de 1925. Lorsqu'il écrit Mein Kampf, Hitler se rend très bien compte qu'il ne peut plus avancer si il reste un parti de batteurs d'estrade avec vociférant des propos antisémites sans aucune démonstration, s'il n'y a pas au fond, pour attraper des électeurs d'un niveau intellectuel plus élevé et surtout sur une base sociologique plus large, il a absolument besoin
de scientifiser, si je puis dire, de donner une dimension scientifique à cet antisémitisme. Je vous rappelle que Hannah Arendt a défini dans son ouvrage sur les totalitarismes l'antisémitisme comme la base fondamentale, le sujet, le fond même de l'existence du nazisme. C'est non seulement un fonds de commerce, si je puis dire, mais c'est aussi un fonds idéologique et philosophique. En 1926, les dirigeants du NSDAP sont parfaitement conscients de la nécessité de transformer le parti d'un parti de cadre en un parti de masse. Et la faiblesse des résultats obtenus aux élections de 1928, où les nationaux socialistes ne remportent que 2,6% des voix, confirmait le besoin d'en élargir la base sociologique. Sur un plan stratégique, cette transformation se concrétisa par la constitution d'organisations professionnelles nationales socialistes, comme la Ligue des étudiants, celle des juristes en octobre 28, celle des médecins, etc., etc. L'année suivante, lors de son congrès d'août 1927, furent définis par le parti les principes d'une politique culturelle susceptible d'attirer à lui les intellectuels. Et c'est sur cette base que Hitler demanda à Alfred Rosenberg, alors rédacteur en chef de l'organe du parti, le Völkische Beobachter, de mettre en place une nouvelle organisation culturelle s'appuyant notamment sur des personnalités du monde nationaliste. Cette nouvelle politique se fit en 2 étapes. La première, à la fin de l'année, au début de 1928, la création de la Société nationale socialiste pour la culture allemande. Le programme politique de cette organisation se fixait pour but la défense des valeurs du caractère allemand, donc nationaliste dans la vie culturelle, l'éducation du peuple allemand sur les relations entre, tenez-vous bien, la race, l'art, les sciences, les valeurs morales et soldatesques. Et invitait la jeunesse à participer au combat pour les valeurs culturelles de la nation allemande. 1 an plus tard, c'est au tour de la Ligue de combat pour la culture allemande, qui est créée en 1929 et qui sera le cheval de Troie de Rosenberg pour investir les milieux académiques et culturels et obtenir leur coopération afin d'élaborer une théorie des races scientifiquement fondée. Cette science des races, véritable biologie nationale-socialiste, avait pour objet tactique de conférer une aura de respectabilité à un discours politique cantonné jusqu'alors dans l'imprécation. Parmi les personnalités fondatrices de la Ligue, membres fondateurs figuraient notamment Eva Chamberlain, Winifred Wagner, Hans von Wolzogen, éditeur des Bayreuther Blätter. On revient à Wagner parce que c'est vrai que le clan Wagner joue à ce moment-là, joue dès 1923 un rôle fondamental auprès de Hitler. Il ne faut pas oublier que le clan Wagner, ça représente beaucoup plus que Wagner et sa musique. C'est pratiquement un parti politique qui regroupe à peu près 5000 membres, réunis dans des cercles wagnériens balisant le territoire allemand et intervenant aussi. Il y a les ligues des femmes wagnériennes, il y a les ligues de la jeunesse wagnérienne, il y a une revue, et ça représente d'une part un électorat pour le nazisme, parce que tout le clan Wagner passe, et le cercle Wagner passe au nazisme et à soutien à Hitler dès 1923, et il est aussi, évidemment, comme réseau d'influence considérable. Ces gens, tous ces groupements dont je parle, ne sont pas des groupements très très nombreux sur le plan démographique, ou sur le plan même électoral, mais en revanche, ce sont des réseaux d'influence considérables qui envahissent l'université, qui envahissent la totalité des milieux culturels, et qui préparent les esprits à la prise de pouvoir qui va se produire. Donc, c'est beaucoup plus important, en fait, que les simples mots qu'on emploie pour le décrire. Si le mot, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les nazis n'emploient pas tout de suite le mot Kulturbolschewismus. C'est par exemple lorsque Rosenberg précise les buts de cette Ligue de combat pour la culture allemande, qui est vraiment l'outil armé, enfin l'arme avancée, si vous voulez, du parti dans la culture. Eh bien, si ce mot Kulturbolschewismus n'est pas prononcé directement par Rosenberg, sa phraséologie recouvre exactement les mêmes contours. Et la distance que prennent les nazis face au terme lui-même vient probablement du fait que, comme ils sont déjà plus ou moins en bisbille avec les partis chrétiens, ils ne veulent pas employer un vocabulaire qui est propre aux partis chrétiens. Il faudra attendre 1931 pour voir, dans un article publié dans un des journaux que dirigeait Rosenberg, un article qui, sous le terme et sous le titre
Kulturbolschewismus, un article qui va prendre avec un antisémitisme d'une extrême violence, d'une extrême massive violence, qui va prendre, qui va attaquer enfin, qui va donc préciser les objectifs du parti dans ce domaine. Il y a beaucoup de choses à dire, j'en passe, parce que je voudrais juste vous parler à la fin de mon intervention, ce qui sera un peu la conclusion de l'intervention, et que devient le concept lorsque le nazisme prend le pouvoir. Dans le Reich triomphant, le concept de Musikbolschewismus, le concept de Kunstbolschewismus, celui de Kulturbolschewismus, deviennent en revanche un outil de sélection entre les artistes et partant les musiciens souhaités par le régime et les autres. Les mécanismes d'exclusion se mettent rapidement en place. La loi du 4 avril 1933 sur l'administration qui élimine de jure de cette dernière les juifs et les communistes, la création de la Reichskulturkammer, de la chambre de culture du Reich en septembre 1933, la Reichsmusikkammer en novembre, la mise en place immédiate d'un questionnaire d'arianité pour savoir qui va être défini ou pas défini juif ou non juif, etc., etc. Dès le mois d'avril 1933 s'ouvrait d'ailleurs la toute première exposition de dénigrement des artistes d'avant-garde et de leurs œuvres à Mannheim sous le nom Kulturbolschewistische Bilder, images bolcheviques de la culture. La date même de cette exposition, suivie d'une autre à Erlangen en juillet 1933, souligne avec quelle rapidité le pouvoir nazi commence à mettre en place sa politique culturelle racialisée. Dégénérescence biologique, dégénérescence mentale, compteront parmi les mots clés des expositions Entartete Kunst und Entartete Musik de Munich et de Düsseldorf en 1937 et 1938. Et l'usage du mot Kunstbolschewismus alternera avec celui d'Entartung, qui prendra progressivement le relais dans la propagande nazie. Max Butting, fondateur du groupe Novembre et grand témoin du temps, évoque dans ses mémoires le développement fulgurant de l'esprit de délation dans le milieu musical dès l'arrivée au pouvoir de Hitler. Il dit « Nous étions épouvantés en entendant la conviction avec laquelle des personnes qui jusqu'à présent avaient manifesté des opinions totalement différentes parlaient de judaïsme dans la musique. L'antisémitisme progresse immédiatement et se mit... » L'antisémitisme progressa immédiatement et se mit en évidence de façon durable dans la vie musicale. Je reçus soudain au syndicat des compositeurs allemands la visite de collègues de deuxième ou troisième ordre qui me faisaient remarquer que tel ou tel poste se trouvait un juif et qu'on ne pouvait tolérer cette situation. J'ai un document à vous montrer, deux documents, deux photos. Celle-là est intéressante parce que elle décrit, si vous voulez, ce dont je vous parlais. C'est une liste qui est... Je parlais tout à l'heure des communautés culturelles nationales socialistes. Bien ça, c'est un document qui est publié par une société culturelle, celle d'une ville allemande, ou d'une région allemande, pardon, et qui est la liste des bolchevistes de la musique. Et d'autres personnalités de la même obédience qui, à cause de leur passé ou de leur position présente, doivent être rejetées par les communautés nationales socialistes. Alors c'est intéressant de voir comment le concept évolue, parce que vous avez ici, si vous regardez les noms, vous avez 6 compositeurs, vous avez 17, je ne sais plus, 17 chefs d'orchestre, mais vous avez surtout beaucoup de professeurs de musique, de musicologues, etc., etc. Donc de personnalités qui ne sont pas directement des musiciens, au sens propre du terme. Et les compositeurs, il y en a que 6, parce que tout simplement, tous les autres sont déjà partis en exil. Et comment dirais-je, et on voit finalement qu'il y a très peu qui portent le commentaire. Bon, ils sont décrits comme musique bolchevistes, pardon, mais quand on regarde les listes, ils sont surtout Jude,
Judophile, Jüdlich Versiebt. Alors tout ça, ce sont tous des juifs, à 70% de cette liste. Donc à 70%, donc ce sont des juifs. Et ce qui prouve une chose, c'est qu'en 1935, une grosse partie du travail, si je puis dire, sur les musiques bolchevismus, les bolcheviks est réglé. Tous les communistes, au fond, ont été emprisonnés. Et tous les juifs, une partie des compositeurs sont partis, et, en exil, je veux dire. Et donc la conséquence très claire, c'est que la vraie problématique cachée finalement derrière cette propagande, c'est au fond la chasse aux juifs. C'en est une démonstration parfaite. Et si je montre l'autre photo, vous verrez que regardez l'autre obsession nazie, c'est une photo l'autre document plutôt, voilà. C'est un document assez connu qui annonce une manifestation contre l'opéra Johnny Spielt auf de Ernst Krenek, un compositeur autrichien. Donc c'est en 1928, c'est le parti nazi viennois qui organise ça, et il décrit, en fait, il organise une manifestation à cause de cet opéra, parce que cet opéra, et dit-il, l'opéra de Vienne, plutôt même, est tombé victime d'une impertinente violation, un viol, si vous voulez, d'origine juif et nègre, parce que Johnny Spielthoff met en scène pour la première fois dans l'opéra allemand un noir américain qui va jouer un rôle dominant, qui sera considéré dans l'opéra un personnage qui va dominer les protagonistes blancs et qui est donc une atteinte, considérée comme une atteinte à la dignité allemande, et ça va donc justifier une campagne de dénigrement considérable organisée sous l'égide du parti nazi. Mais vous voyez que le sujet ici principalement évoqué, c'est le viol, enfin le viol de l'intégrité allemande par les juifs et les nègres, tout ça mélangé. Donc une racialisation, ça, qui est de date de 1928. Et une dernière chose, vous avez une exposition qui est faite et constituée en 1938 à Düsseldorf par une fraction du parti. Il faut savoir que le parti était en permanence secoué par des combats internes entre Alfred Rosenberg et Joseph Goebbels, étant Premier ministre de la propagande, que la musique et la culture relevaient de Goebbels. Donc, à la suite d'événements qui sont trop longs à expliquer, en tout cas, il y a une exposition qui se passe sur la musique, qui est organisée par un certain Ziegler, qui est un des sbires de Rosenberg, et qui s'appelle Entartete Musik, à Düsseldorf en 1938, où on va montrer finalement, le principe c'est de montrer l'effet déjà de 5 années de nazisme en Allemagne dans le domaine de la musique. C'est un ensemble de panneaux qui vont montrer sous des formes très caricaturales et un peu en présentant des exemples musicaux, et qui va mettre en mettant beaucoup l'accent sur l'aspect racial des choses. Par exemple, on va parler de l'opérette juive, on peut parler de la musique de film juive, on va surtout s'intéresser sur ce fameux symbole que vous connaissez tous, qui est l'affiche du concert, représentait un nègre, j'emploie le terme à dessein entre guillemets, jouant du saxophone avec un haut de forme et portant à la fois il a le saxophone, mais il porte aussi, et il est noir, mais il porte aussi l'étoile de David au revers de sa veste. Et donc ça caractérise bien cette espèce de racialisme qui est au centre de cette question culturelle. C'était une exposition qui avait été considérée comme beaucoup trop même passéiste dans une certaine mesure par Goebbels, qui avait absolument refusé de l'inaugurer et de s'y présenter d'ailleurs. Et Green, le vice-président de la Reichsmusikkammer de l'époque, avait dit « Ce qui nous intéresse, c'est pas d'évoquer le passé, c'est maintenant de constituer un nouvel auditeur. » Et ça, nous arrivons à ce que vous parliez tout à l'heure, le nouvel homme allemand, le nouvel auditeur, c'est-à-dire celui dont les oreilles seront débarrassées
parce qu'on aura fait vraiment le tri et censuré la plupart des choses qui ne nous plaisaient pas, qui sera débarrassé, qui pourra devenir un auditeur allemand, nazi, et qui sera l'auditeur du futur, dans la lignée de l'homme nazi du futur. Voilà. Je vous remercie de votre attention.